Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Au micro aujourd'hui, Olivia De Klunder qui a créé Come United. Alors comme son nom l'indique, elle travaille dans la communication. Elle a un parcours incroyable. Elle a démarré dans l'univers bancaire. Elle a à un moment donné tenu un bar. Elle a repris à 2 reprises ses études et aujourd'hui elle gère une agence de com. Elle vous expliquera les étapes par lesquelles elle est passée. Elle a géré un espace d'événementiel à un moment donné. Bref, elle a plein de choses à nous raconter. Elle va nous raconter sa philosophie de vie. C'est quelqu'un de très audacieux qui ne se laisse pas abattre, qui trouve des solutions, extrêmement dynamique. À nouveau, je l'ai rencontrée dans un réseau professionnel et c'est vrai qu'elle m'a marquée et j'étais ravie de l'accueillir aujourd'hui. Elle a, avec beaucoup de transparence et de sincérité, évoqué également les difficultés qu'elle a pu rencontrer, vraiment les dernières expériences un peu difficiles, comment elle a fait ses choix. Aujourd'hui, elle gère son agence avec un associé qu'elle a d'abord intégré comme stagiaire. Une belle rencontre d'après ce que j'ai compris. Alors vous allez voir, c'est un épisode qui dure un peu plus longtemps que d'habitude, mais vraiment, on aurait encore pu discuter, je pense, pendant 1 heure ensemble. Vous allez voir, ça passe extrêmement vite, c'est très riche. Je suis super contente de l'avoir accueillie parce que je pense elle va permettre à nombre d'entre vous, je pense, de vous retrouver et probablement de trouver aussi des solutions, des mindsets peut-être différents pour vous permettre d'avancer dans vos propres projets. Alors, à tout de suite. Bonjour Olivia, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Émilie, merci à toi de m'avoir invitée. Alors, avant de démarrer, ce que je te propose, c'est de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Alors, je suis Olivia, donc dirigeante de Come United. J'ai créé mon entreprise il y a 3 ans et puis je suis maman d'une petite fille, Louise, qui a 12 ans. Voilà. D'accord. Alors, si je t'ai proposé de venir aujourd'hui, c'est parce que je t'ai rencontré il y a quelques années et tu m'avais marqué, ta personnalité m'avait marqué. T'es quelqu'un de super souriante, enjouée, dynamique, qui donne envie, on a envie de te suivre. Alors, je ne t'ai pas accompagnée, donc c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un que je n'ai pas accompagné. Donc, je suis aussi très contente parce que je pense que je vais apprendre plein de choses aujourd'hui avec toi. Je te l'ai expliqué, l'objectif de ce podcast, c'est vraiment que tu puisses nous partager la transition professionnelle que tu as pu faire, ton parcours, et nous raconter un peu ce que tu fais aujourd'hui. Donc, pour démarrer, est-ce que tu peux nous parler de ton orientation scolaire, quelles études tu as faites, comment tu as fait ces choix-là? Est-ce que tu peux revenir rétro-pédaler un petit peu? Ouais, bien sûr. D'abord, merci pour tous ces compliments. Je les prends, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir à entendre. À mon parcours un peu peut-être particulier, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je viens d'un milieu social assez social, quoi. Voilà, j'ai pas été élevée dans un milieu très opportun pour faire des études, des grandes écoles, etc. Et donc, en fait, j'ai suivi simplement le parcours scolaire, donc je suis allée collège, lycée public et puis il y avait 2 BTS proposés dans mon lycée public proche de chez moi. C'était un BTS force de vente, donc voilà, j'ai foncé sur le BTS force de vente. Je trouvais qu'il pouvait y avoir pas mal de débouchés dans la partie commerciale, etc. Je m'étais bien renseignée en fait quand même sur un salon de l'étudiant à l'époque où j'étais bien branchée sur la communication. Ça m'a donné très très envie, mais le milieu dans lequel j'évoluais au niveau familial faisait que je ne pouvais pas aller à l'école trop loin parce que je m'occupais de mes petits frères, etc. Et du coup, en fait, j'ai dû aller au lycée à côté et donc j'ai choisi le BTS force de vente. Mais c'est resté quand même dans un coin de ma tête, la communication, qui sera revenue quand même quelques années plus tard. Et donc, après le BTS, j'ai intégré assez rapidement une banque, la banque Scalbert Dupont, le
CIC à l'époque, qui s'appelait Banque Scalbert Dupont. Et donc, sur Roubaix, où j'ai commencé avec un CDD d'1 an. Et puis, ce CDD se terminant, j'ai intégré après la BNP Paribas, une banque privée, enfin une filiale de la BNP en banque privée, pour y faire un métier de conseiller en gestion de patrimoine. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, je n'y connaissais rien. Et voilà, j'ai appris ce métier. D'accord. Alors, on rétropédale un petit peu. Donc, petite fille, je crois comprendre dans ce que tu viens de me dire que tu n'as pas vraiment de rêve professionnel. Tu sais, parfois, quand on est petite fille, on veut devenir chanteuse, coiffeuse, avocate, médecin. Voilà. Est-ce que tu as le souvenir de quelque chose ou c'était plutôt flou pour toi ? Non, j'ai toujours été passionnée par les chevaux. D'accord. Voilà, toujours été passionnée par l'équitation. J'ai été dans ce milieu, en fait, toute petite. Je passais tous mes mercredis après-midi, mes samedis, dimanches au centre équestre à côté de chez moi. Et j'allais voir les chevaux, je les regardais s'entraîner. Voilà. Donc, vraiment, mon rêve de petite fille, ça aurait été un domaine d'activité proche des chevaux. D'accord. Ouais. Donc, pendant une partie de ta jeunesse, tu as imaginé travailler dans cet environnement et à un moment donné, tu t'es dit non, ça va pas le faire, c'est ça. Ou ça s'est fait progressivement ? Comment ça s'est passé ? En fait, je pense qu'à l'époque, peut-être un manque de connaissances, manque d'accompagnement. Je pense aussi on vient pas d'une génération où on écoutait peut-être beaucoup les souhaits qu'on avait, etc. Et puis, fallait travailler. Moi, je viens d'un milieu où fallait aller travailler, fallait ramener de l'argent. Et puis, je pense que tout s'est fait un petit peu naturellement, sans vraiment que je me pose vraiment les questions, en fait. Donc, peut-être plus tard, et c'est ce qui a fait peut-être la reconversion professionnelle, où là, je me suis interrogée sur ce que j'aimais vraiment. Mais effectivement, à l'époque, c'était plutôt, on avance, sans se poser vraiment de questions. Et puis, quelque part, souvent, alors je ne sais pas si ça te parle, mais ce que j'entends souvent, c'est qu'on reproduit les schémas qu'on a pu observer autour de nous. C'est difficile d'aller s'identifier à d'autres métiers quand on ne les a pas touchés, rencontrés, voilà. Et donc, ce que j'observe beaucoup, effectivement, c'est une reproduction d'un schéma qui semble être bon, qu'on nous a transmis, expliqué, soit les professeurs, soit les parents. Et puis, ça se fait tout naturellement, mais finalement, effectivement, comme tu le dis, sans vraiment se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? C'est pas à l'ordre du jour à ce moment-là, quoi. C'est ça ? C'est un peu ça, voilà, on s'inscrit un peu dans un schéma et effectivement, des professeurs qui nous disent je te vois bien là, tu devrais faire ça, etc., qui pensent peut-être un peu à notre place sans vraiment nous connaître. Et puis, on suit le mouvement, on suit aussi peut-être un peu les copines à l'époque. Voilà, ça c'est évident qu'on a envie de se retrouver un petit peu dans un cercle connu, un peu du confort aussi, et voilà, sans forcément se faire violence, je pense. Donc voilà. C'est vrai. Donc, la vente. Alors, tu parles de la communication. À un moment donné, tu t'es dit, dans un coin de ta tête, tu t'es imaginé faire de la communication. Alors, bon, j'ai un peu le même parcours que toi au départ, puisque j'ai fait une école de gestion et puis après, je me suis orientée vers le marketing. Mais souvent, je dis que quand j'ai choisi la filière du marketing, je l'ai presque choisi en me disant, tiens, le nom, il est sympa, quoi. Ça semble fun, mais je savais pas trop ce qu'il y avait dedans. Toi, qu'est-ce que tu imaginais ? Est-ce que c'était proche de ce que tu vis quand tu as imaginé la communication ? C'est comment tu t'es dit « Ah tiens, ça me plairait ». Est-ce que tu te souviens ? Et qu'est-ce que tu y mettais dedans ? Alors un peu comme toi en vrai, je pense que quand je suis allée à ce salon d'étudiants, alors déjà il faut remonter quand même, on remonte 22-23 ans en arrière, donc prendre le bus pour aller à Lille au salon d'étudiants, c'était un petit peu l'étape quoi. Donc et au salon d'étudiants je suis tombée sur une école, je me souviens plus du tout du nom, mais qui proposait justement des BTS com, etc. Et je voyais derrière ce nom quelque chose d'hyper fun, hyper tendance, voilà, de quelque chose qui allait me démarquer et ce qui me marquait beaucoup c'était tout l'univers visuel, les logos, la marque, voilà, c'est vraiment ça moi qui m'a marqué à l'époque, c'est de pouvoir transmettre un message via du visuel ou via des mots, des slogans, et c'est ce qui me branchait, ouais. Donc tu voyais les annonces publicitaires, tu te disais j'aimerais bien être à la source de ce type d'annonces, quoi, par exemple. Exactement. Bon, effectivement, on est on est dedans. c'est un peu pour ça que je l'ai fait aussi à l'époque. Bon, donc tu te retrouves en banque, alors parce qu'après un BTS vente, tu aurais pu faire un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves en banque ?
Alors, après le BTS, en fait, j'ai fait un stage dans mon BTS, stage en banque. J'ai bien aimé, en fait, je voyais les gestionnaires de clientèle courir un peu partout avec leurs dossiers, réaliser aussi, suivre un client, voilà, de A à Z, ça me plaisait bien. Travailler cette fidélisation, de pouvoir l'écouter, qu'il ait des projets, qu'il vienne nous les raconter, qu'on puisse le suivre. Voilà, ça, c'était quelque chose qui faisait sens pour moi, en fait, à l'époque. Et c'est ce qui m'a donné envie quand même de travailler en banque. J'aimais bien l'univers à l'époque. Donc j'ai postulé au CIC un peu par hasard. Je suis rentrée d'abord en intérim et puis cet intérim s'est transformé en CDD et puis après voilà, je suis restée dans l'univers bancaire. D'accord. Donc, ce que j'entends, c'est que ce qui t'a a priori plu, c'est des choses que tu vis aussi aujourd'hui, des compétences que tu mobilises aussi aujourd'hui, l'écoute, la relation client, les accompagner dans des projets. Enfin, c'est des choses que tu les accompagnes avec un autre produit, mais c'est la même chose finalement. Ouais, c'est exactement ça en fait. Finalement, tout à fait. Ouais, c'est écouter leurs projets de création d'entreprise, ou alors des fois, on prend des clients qui sont pas en création, qui sont déjà créés depuis longtemps, mais voilà, il y a un souci, il y a un objectif, il y a une réponse à un besoin et c'est comment on y répond. Avec le levier de la com. Enfin, tu nous en diras plus après. Donc, tu fais ton expérience en banque. Donc, au début, si je comprends bien, tu t'éclates. Ouais, je me suis toujours éclatée en fait, jusqu'à un moment. Alors, c'est pas ma première reconversion professionnelle. Je sais pas d'ailleurs si tu le sais, mais je m'éclate en fait tout le temps que je suis au CIC. Je suis à l'accueil, je trouve ça sympa. Il y a du monde, il faut vendre des produits à l'accueil, il y a des challenges. Voilà, tout ça, c'est des choses qui m'ont motivée. Et puis, quand je suis rentrée ensuite dans la banque privée, ça a continué de me motiver. Et puis, je pense que ce qui arrive souvent, on tombe sur un supérieur hiérarchique qui vient nous mettre peut-être un peu des désillusions, voilà, on sait plus du tout ce qu'on imaginait et puis qui nous rabaisse peut-être un peu. Et là, j'ai commencé à me poser des questions et à me dire, je suis peut-être pas bien là où je suis jeune, j'ai la vie devant moi et qu'est-ce que j'aurais envie de faire là tout de suite. Et puis j'ai un peu tout envoyé valser. Concrètement, et je suis partie en fait, et c'était ma première reconversion professionnelle, je suis partie vivre à Nice et j'ai ouvert un fonds de commerce, j'ai racheté un fonds de commerce grâce à des prêts bancaires, des aides de la famille, de mon conjoint à l'époque, et puis on a racheté un fonds de commerce à Nice, un bar, un petit bar snack en fait sur une petite place. C'était sympa comme tout, mais voilà, c'était ma première reconversion. Effectivement, je savais pas. Petite surprise. Donc, tu as cette capacité, d'après ce que je comprends, ça a duré combien de temps, enfin, la période où tu as ce nouveau manager avec lequel ça se passe moins bien, qui te fait douter de quoi? De tes compétences ou de l'endroit où tu es, de ce que tu fais? Sur quoi il appuie? Alors, je pense que à l'époque, moi, je suis très jeune. J'ai beaucoup à apprendre parce que j'ai qu'un BTS force de vente. J'intègre une banque privée où on m'a embauché plutôt pour mes compétences, je pense, relationnelles, commerciales, ma capacité à vendre en fait des contrats d'assurance, soyons clairs, et tout un aspect fiscal à apprendre, tout un aspect successoral, etc. qu'il fallait apprendre. Donc, j'étais bien accompagnée en termes de formation, etc. Mais lui, je pense qu'il mettait vraiment à mal ma confiance en moi, mon estime de moi. Je pense que c'est quelqu'un qui, de lui-même, n'était peut-être pas trop sûr de lui. Il avait aussi des comptes à rendre, je pense, auprès de sa direction. Et il comptait beaucoup sur mes chiffres et sur moi. On n'était que 2 à l'agence. Donc, voilà, ça peut vite mal tourner quand il n'y a pas de bonne entente. Ouais, donc lui était probablement assez stressé, angoissé par l'atteinte de ses résultats. Et il avait un peu de mal à filtrer tout ça. Et tu récupérais ça et ça t'a déstabilisé. Et donc, ce que j'entends, c'est que tu as déjà cette capacité facile à t'écouter finalement, à prendre des décisions, à pas subir, quoi. C'est juste?
Ouais, c'est ça, en fait. Je pense que je me dis non, non, on me fera pas de mal en fait. Ouais. Moi d'abord. Et oui, en effet, là, je pense que je prends conscience au moment où je t'en parle aussi, cette capacité à switcher et à me dire, en fait, qu'est-ce que je peux faire d'autre, qu'est-ce que je sais faire d'autre et de quoi j'ai envie là tout de suite. En fait. Ouais, ça vraiment c'est une belle ressource parce que pour accompagner un certain nombre de clients qui souffrent au travail, parfois ils souffrent pendant très longtemps. Ils ont du mal à faire ce switch, à s'écouter et à décider de passer à autre chose. Donc effectivement, savoir se sentir, s'écouter et surtout passer à l'action, c'est chouette de savoir faire ça. Donc, du coup, tu switches. Et là, comment te vient l'idée d'aller ouvrir un commerce à Nice dans la restauration, du coup Ouais, c'est ça. Ça vient d'où? Alors, en fait, c'est... à l'époque, je suis avec le père de ma fille, qui deviendra le père de ma fille plus tard, mais depuis pas très longtemps. Et lui, il avait très envie, en fait, de quitter son emploi pour aller en trouver un autre, mais sur la Côte d'Azur. Il avait envie d'aller vivre sur la Côte d'Azur, etc. Moi, ça n'allait pas très bien avec mon manager. Et un jour, je lui dis, viens, trouve un travail. Et dès que tu en trouves un, on descend, on y va. Et là, il me pose la question, mais qu'est-ce que tu vas faire, toi? Et je lui dis, je sais pas, moi, je me vois bien vendre des sandwichs sur la plage. Mais c'est parti comme ça, vraiment sur une terrasse de restaurant, en discutant. Et il me dit, mais moi aussi j'ai envie de vendre des sandwichs sur la plage. Et en fait, on partait en vacances dans le sud de la France voir son meilleur ami, genre 3 mois plus tard. Et voilà, en fait, 3 mois plus tard, on a commencé à s'organiser plein de rendez-vous, de visites de fonds de commerce. On a réfléchi le sujet, on a regardé, voilà. Et puis en 3 semaines de vacances, notre vie s'est transformée puisqu'on venait juste d'acheter une maison à Marc-en-Barœul et donc on a vendu la maison, on a acheté le fonds de commerce, on a démissionné et on est parti. Waouh. Voilà. Ah ouais. J'en ai pas souvent Enfin, j'ai une cliente comme ça à laquelle je pense qui m'a impressionnée par sa rapidité à passer à l'action, sa détermination et son audace. Là, effectivement, tu fonces, t'as confiance. Qu'est-ce qui fait que tu sais faire ça? Tu sais, ou c'est naturel? Comment t'as toujours été comme ça ou enfin, dis-moi. Je pense que finalement j'ai toujours été comme ça un peu, je pense, mais alors c'est pas forcément de la confiance illimitée non plus. Je pense que je me pose des questions. Mais il y en a qui valent pas la peine de cristalliser, je crois, et que ces questions-là vont plus venir nous freiner. Et je me dis que s'il y a pas de réponse à certaines questions, c'est qu'il y a peut-être même pas de questions en fait. Donc voilà, j'avance et je réalise mes rêves. Je crois que vraiment c'est mon truc de me dire qu'on n'a qu'une seule vie et que on n'aura pas de chance en fait de réaliser nos rêves. Donc s'ils sont accessibles, là en fait pour moi ça c'est des choses qui sont plutôt à portée de main aujourd'hui. Et donc à ce moment-là, c'est accessible et donc j'y vais. Et je suis pas seule aussi à ce moment, donc c'est quelque chose qu'on porte à deux à l'époque. On n'a pas d'enfants, on n'a pas vraiment de... Voilà, on y va, quoi. On est un peu aidé par la famille, il faut quand même avouer, de mon conjoint à l'époque, aidé par la banque qui nous a prêté pour l'achat du fonds de commerce. Voilà, il y avait un existant, le fonds de commerce existait, il y avait déjà une clientèle. Voilà, c'était vraiment une reprise, bien accompagnée aussi par les cédants. Donc voilà, après ça a roulé, tout quoi. était réuni pour que ça se passe bien. J'ai bien aimé là ce que tu viens de dire sur il y a des questions, quand il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y a peut-être pas de questions. Ouais. J'ai fait un épisode qui est les petits pas, et ce que tu dis, ça me fait penser à ce que je disais dans cet épisode-là, à propos notamment d'une cliente que j'avais pas vue depuis 2-3 ans et qui s'est lancée. Et ce qui m'a impressionnée en l'écoutant, un peu comme tu viens de le dire, c'est qu'elle a vraiment pris les choses une par une, sans chercher à maîtriser finalement des choses qui n'étaient pas maîtrisables à l'instant T. Tu me suis, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, est-ce que ça veut dire qu'il y a des moments où tu posais certaines questions et tu te rendais compte que finalement, cette question, tu pourrais jamais pas y apporter une réponse là immédiatement et que tu traiterais le problème en temps venu? C'est un peu ça? C'est un peu ça. C'est en fait des questions du genre oui, mais si ça marche pas, oui, mais si t'arrives pas à te tirer un salaire, oui, mais si t'arrives pas à payer, oui, mais voilà. En fait, des oui, mais, qui viennent des fois de moi à l'époque, qui viennent aussi de l'entourage.
on quitte quand même un travail de conseiller en gestion de patrimoine. À 24 ans, je gagnais quand même plutôt bien ma vie. Mon conjoint gagnait bien sa vie, il était responsable de production en industrie. Donc, tout quitter pour reprendre un bar. Voilà, autant dire qu'effectivement, il y a eu quand même quelques freins de la part de la famille, de l'entourage. Et je pense qu'en fait, je pense qu'à l'époque, c'est même pas le salaire qui nous motivait, c'était vraiment de s'éclater, en fait, je pense, de réaliser quelque chose. Et je crois qu'en effet, il y a des questions auxquelles on répondra que dans le futur. Voilà. Et on agira et on réagira et on s'adaptera au moment venu. Voilà. Si effectivement ça ne se passe pas exactement comme on l'avait prévu, on trouvera des solutions. Voilà, c'est exactement ça. C'est des questions auxquelles on peut répondre que si on a une boule de cristal. Et j'ai pas cette capacité, en tout cas, de voir dans l'avenir. Donc voilà, et tant mieux, parce que je préfère attendre de voir ce qui va arriver et en tirer des leçons si ça marche pas, en tirer des leçons même si ça marche. Et puis voilà. Cela dit, dans ce que tu m'expliques, t'avais quand même, t'es pas partie comme ça, voilà, t'as préparé les choses, t'avais un passif sur l'entreprise que tu reprenais, t'avais un appui de la banque, enfin voilà, c'est pas non plus, t'es pas partie du jour au lendemain sans avoir étudié le sujet non plus. Donc ce que tu pouvais maîtriser, t'as tenté de le maîtriser et de border les choses, et ce sur le quoi t'avais pas aujourd'hui de réponse, et tu t'es dit, on verra plus tard. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Super. Et alors, donc, qu'est-ce qui se passe la suite, parce que maintenant, on n'a pas de boule de cristal, mais on sait ce qui s'est passé. Raconte-nous. Alors, s'il y avait une boule de cristal, elle m'aurait dit peut-être, Olivia, tu vas te planter. Heureusement qu'elle n'était pas là. Heureusement qu'elle n'était pas là, je ne me serais pas plantée. Donc en fait, on tient le fonds de commerce, c'est top, on rigole, vraiment on rigole bien, c'est top. Il y a plein de clients qui viennent voir qui sont ces jeunes nordistes qui sont venus ouvrir un bar en plein milieu d'un quartier niçois. On n'était pas du tout dans un quartier touristique. On était les seuls à Nice à l'époque, on est en 2006-2007, et on était les seuls à faire le café à 1 €. Et opération marketing, alors sans le savoir, je commençais déjà en fait, et il n'y avait pas internet, il y avait internet, c'était vraiment les débuts, Facebook n'existait pas, voilà, il fallait se faire connaître en fait via des flyers qu'on mettait sur les voitures et tout ça. Donc on a quand même ramené beaucoup de monde. Et puis à un moment où je le note pour plus tard, c'est que pas accompagné forcément dans la gestion d'entreprise, même si toute l'envie, toute la motivation, même si on a regardé les bilans, la banque a regardé les bilans pour pouvoir nous prêter, etc. Le après, le pendant, la gestion d'entreprise, il suffisait pas de savoir faire du bon café, des bonnes omelettes pour maintenir l'affaire, fallait bien gérer. Et je pense que voilà, il y a eu des problèmes de gestion d'entreprise qui font que rapidement on s'est dit on n'a pas assez de sous pour se payer, comment on fait, etc. Et quand il y en a un de nous deux qui a dû reprendre un travail pour pouvoir assurer quand même les charges personnelles, là on s'est dit c'est plus marrant. Et moi j'avais alors je me souviens aussi à l'époque en fait on était en bas du siège social de AXA et j'avais un conseiller en gestion de patrimoine de AXA qui venait souvent au bar avec ses clients, avec des collègues, etc. Pour boire un café le matin. C'est traditionnel à Nice, on passe beaucoup au café avant d'aller au bureau. Et je l'entendais parler des actions, j'entendais parler des fonds communs de placement, etc. Et ça me manquait. Et j'avais envie de participer à la discussion et tout, et je commençais à m'ennuyer un petit peu à servir mes cafés. Je manquais peut-être, voilà, c'est cette stimulation Voilà, intellectuelle. c'est ça. Et en fait, c'était assez amusant pour moi tout le temps qu'il a fallu créer l'entreprise, au début, calculer les statistiques, etc. Puis voilà, de travailler la stratégie marketing et tout. Et puis à un moment, le soufflet est redescendu et puis en plus toute seule, et puisque Damien était reparti travailler en industrie, et voilà, je me sentais plus vraiment à ma place. Et donc à nouveau, tu as cette capacité à dire là c'est plus pour moi, je switch. Parfois, il y a vraiment une vraie question autour de la persévérance. Tu sais, on entend souvent que certains entrepreneurs n'ont pas assez persévéré pour après que ça fonctionne, etc. Et d'autres, à un moment donné, il faut abandonner. Comment tu vois justement à quel moment, là, il faut arrêter, tu le ressens, ça vient... Alors, plus tard...
Là aujourd'hui, s'il fallait faire peut-être une rétroprojection sur ça, je me dis que effectivement peut-être j'ai pas assez persévéré. Je me suis peut-être pas fait assez. J'avais une méconnaissance des possibilités d'accompagnement. Je pense que je savais même pas qu'on pouvait se faire accompagner en fait à l'époque. Pas d'accompagnement particulier. Et je pense que là-dessus, si j'avais été accompagnée, peut-être que j'aurais vu les choses autrement. Il y a ça. Et après, je me dis que de toute façon, dans la vie, chaque chose est à sa place. Et que si j'ai pris cette décision à ce moment-là de tout arrêter, c'était que c'était plus ma place à ce moment. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose qui se dit, voilà, aujourd'hui, dans mon entreprise, j'aurais pu à un moment, celle d'aujourd'hui, là, switcher et dire j'arrête tout. Mais j'ai choisi de persévérer parce que je crois que j'écoute mon cœur aussi. Et de me dire, toujours pareil, un peu de quoi j'ai envie là, tout de suite. Et je me sentais plus à ma place dans ce bar, en fait. Ouais. Je sais plus où j'ai entendu ça. Quand on ne sait pas, justement, il y avait une technique qui consistait à tirer à pile ou face. Je continue ou j'arrête. Et de voir l'émotion que tu ressens au moment où tu vois j'arrête ou je continue. Et si tu es triste à l'idée d'arrêter, c'est que potentiellement, ce serait peut-être pas mal de continuer. Et à l'inverse, si tu te sens soulagé d'arrêter, c'est que potentiellement, c'est la bonne solution. Ouais. Donc finalement, vraiment écouter son émotion, c'est ce que toi, tu as fait en tout cas. Ouais. Donc, il y a une fois, plusieurs fois même, a priori, où tu t'es dit, là, je pars sur autre chose. En fait, lié aussi à tes envies, à tes aspirations. Ouais. Ce que tu me dis, c'est que tu sentais que tu commençais à vraiment t'ennuyer, t'observer que, par contre, tu t'intéressais à d'autres choses et qu'il te manquait des aspects dans ton métier à ce moment-là. Versus récemment, mais ça, tu nous en parleras peut-être après, où là, probablement que l'envie était encore présente, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, donc, qu'est-ce que tu fais après ? Alors, je remets en vente le fonds de commerce et je cherche du travail. En fait, je commence par chercher du travail en me disant que le temps que le fonds de commerce se vende, etc., j'ai quand même un peu de temps devant moi et que je commence par des candidatures spontanées. Et donc, dans ce que je sais faire. Et donc, j'envoie des candidatures spontanées dans toutes les banques, en fait, sur la Côte d'Azur. Sur Nice, déjà, ça fait un paquet. Et j'ai immédiatement une réponse, en fait, de la Caisse d'épargne qui me propose un entretien. Et en entretien, donc, il me propose un CDI de suite, sauf que 3 ans sans avoir travaillé en banque, puisque j'ai tenu mon bar pendant 3 ans. Donc, 3 ans sans expérience bancaire, il me propose un CDI, mais à l'accueil. D'accord. Voilà, donc on repart à la caisse départ. Et en fait, je vois pas... à ce moment-là, je vois pas le problème, en fait. Je l'ai jamais vu, d'ailleurs, ce problème, de partir à l'accueil, parce que pour moi, c'était une vraie opportunité. Je préférais un CDI à l'accueil qu'un CDD, un super poste, parce que je savais que j'allais avoir cette capacité à évoluer. Voilà. Et donc, je prends l'opportunité du CDI à l'accueil. Et là, ça a été parti pour 10 ans en caisse d'épargne. D'accord. Ouais. Et alors, juste, tu sors d'une expérience, d'une première expérience en banque qui se termine pas super bien du fait d'une relation un peu conflictuelle avec ton manager. Donc, quand tu décides de repartir en banque, c'est facile de prendre cette décision. Est-ce que tu as des craintes ? Ou est-ce que ton expérience, justement, d'avoir été à ton propre compte t'a permis de gagner en assurance, en confiance en toi ? Parce que, pour écouter des histoires de clients à longueur de temps, tu vois, lundi, j'avais une cliente qui change de job parce qu'elle vit une relation assez toxique actuellement dans son emploi. Elle a extrêmement peur de revivre la même chose dans son emploi d'après. Toi, à ce moment-là, comment tu vis ça ? C'est facile ? C'est comment ? Je pense que je me dis, si ça va pas, je change. Voilà. Je pense que c'est une capacité qu'on a tous, toutes. On peut le faire. Voilà. C'est quelque chose qui est possible. Donc je me dis, si t'es pas bien à un endroit, aie le courage de bouger, vas-y, bouge. Et c'est ce que je me dis, je pense à ce moment-là, j'intègre la banque, j'arrive à l'accueil. Je vois que
que tout le côté positif des choses en fait à ce moment, parce que je me dis je suis vraiment plus bien dans mon fonds de commerce, je suis contente de revendre. Il y a tous les soucis financiers aussi qui vont avec, c'est compliqué, donc forcément ça vient un peu noircir aussi le tableau, ça vient colorer le tableau côté banque à se dire je vais avoir un salaire tous les mois. J'étais contente parce que j'allais passer de 80 heures semaine à 35 heures. En fait c'est de rentrer chez soi à 18h et de se dire j'ai plein de temps devant moi, de finir un samedi à midi et savoir qu'on reprend que le mardi, c'est juste se dire mais c'est exceptionnel, des congés, enfin voilà, et des collègues, des gens, enfin voilà, et je vois tout ce côté positif qui est pour moi vraiment top à ce moment-là. Je pense que j'avais aussi besoin peut-être voilà, de reposer un peu les choses, de sortir. J'étais prise peut-être dans un engrenage aussi, voilà, donc ça m'a fait du bien. Ouais. Donc 10 ans, donc comment elles se passent ces 10 années? J'ai commencé donc à Nice. Un an plus tard, arrivait ma fille. Et j'ai demandé, en fait, je me sentais plus bien sur la Côte d'Azur. Donc j'ai switché. J'avais envie. Alors moi, c'est très particulier. J'en avais marre de voir la mer d'un côté et les montagnes de l'autre. Je me sentais étouffée dans cette ville qui est très à la verticale, beaucoup d'immeubles, etc. Et en fait, à chaque fois que je remontais dans le nord voir la famille, les amis, je voyais tous les champs qu'on a à perte de vue. Alors moi, je suis passionnée en plus d'équitation. J'avais déjà mon cheval à l'époque que j'avais ramené avec moi à Nice, mais par souci financier, j'avais demandé à ce qu'on me le remonte et j'ai demandé à une amie proche de s'en occuper, donc il y avait aussi ça. Et donc quand je remontais, je voyais tous ces champs, toute cette nature, tout cet espace, j'avais la sensation de respirer. Et donc voilà, j'ai demandé ma mutation dans le Nord. Mon conjoint avait très envie de remonter aussi, ça s'est fait tout naturellement juste après la naissance de ma fille. Donc je suis remontée dans le Nord. J'en ai profité pour demander une évolution professionnelle, pour passer un poste au-dessus, que j'ai obtenu. Et puis, en fait, je suis tombée sur des super managers en banque. Et je pense que c'est vraiment ça aussi qui fait toute la différence, en fait. Managériellement, je crois que quand on croit en son équipe et quand son équipe se sent valorisée, responsabilisée, ça fait vraiment de belles choses en entreprise. Je pense qu'il y a des managers qui feraient bien d'écouter ça. Et en effet, donc à ce moment-là, voilà, j'ai des managers qui me félicitent chaque action. Chaque fois que je fais quelque chose de bien, on me félicite. Quand je fais quelque chose de pas top, on me demande pourquoi, quelles leçons j'en tire, etc. C'est un peu nouveau tout ça pour moi à l'époque. Et puis, en fait, je m'éclate, je me sens bien dans mon agence. Voilà, je remporte plein de challenges. C'est hyper motivant. Mes collègues sont sympas. Enfin voilà, tout se passe bien. Et puis, très rapidement, on me demande si j'ai envie de passer un diplôme supplémentaire financé par la banque. Donc, c'est l'équivalent d'un master en management. J'avais envie de devenir manager. C'était un peu mon souhait d'évolution professionnelle, donc je saute sur l'occasion. Et donc, on me donne cette opportunité. C'est 2 ans quand même assez intenses où il faut allier le fait d'être maman d'une toute petite fille qui a à peine 1 an à l'époque, le travail et puis en plus les cours à côté de ça. Donc voilà, donc je passe quand même ce diplôme, j'y arrive et puis entre deux, j'évolue vers un poste de seconde agence. 1 an plus tard, j'évolue vers un poste de directrice d'agence. 2 ans plus tard, j'évolue vers un poste de directrice d'agence, mais d'une agence plus importante. Voilà, donc c'est un beau parcours. J'avais toujours ce souhait tout le temps d'évoluer, d'avoir des équipes. En fait, je pense que je me suis pris de passion pour le métier de manager. Voilà, avoir une équipe avec moi et pas une équipe pour moi. En fait, c'est vraiment, je crois que ça fait toute la différence en tant que manager aussi. De travailler avec une équipe et pas que ce soit l'équipe qui travaille pour nous. Et voilà, donc je m'amuse beaucoup, je m'éclate et voilà. Ouais. Beaucoup de choses, effectivement. Ce que je tiens à souligner dans ce que tu viens de dire, parce que j'ai vraiment de plus en plus cette conscience-là. On voit bien que tu as une expérience en banque à un moment donné qui ne se passe pas bien et c'est lié aussi à une relation managériale qui ne se passe pas très bien. Et finalement, tu switches sur autre chose, tu reviens
Et là, tu t'éclates. Je pense, souvent je le dis à mes clients, mais je vais insister là-dessus, c'est vraiment une notion hyper importante. L'endroit où on le fait, les conditions d'exercice d'un métier, ça peut tout changer en fait. On est d'accord. T'es d'accord avec ça? Ouais. Alors après, parfois ça ne suffit pas, mais c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, l'endroit où vous le faites, faut pas minimiser l'impact que ça peut avoir sur votre engagement, sur votre bien-être, voilà, parce que comme ça se fait un peu en général de manière progressive, on peut ne pas s'en rendre compte en fait. C'est un peu comme quand on est sous l'emprise de quelqu'un, ça se fait rarement du jour au lendemain. C'est quelque chose de progressif. Et donc quand le mal-être s'installe, il s'installe souvent progressivement. Et donc après, à un moment donné, on peut aussi tout remettre en cause. Et d'où l'importance parfois de se faire accompagner. Mais dans ton cas, c'est vraiment la preuve que voilà, tu as repassé 10 super belles années avec une belle évolution, et donc ta première expérience, elle révèle pas du tout ce qui était bon pour toi par la suite finalement. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je pense que d'avoir les mauvais managers qui des fois n'ont même pas conscience, prennent pas conscience qu'ils sont mauvais managers, surtout en banque en fait, où malheureusement des fois on fait évoluer des gens parce que c'était des bons vendeurs, et donc ils évoluent vers un poste de manager, mais on les accompagne pas forcément, ou alors ils ont peut-être pas envie d'être accompagnés, je sais pas, mais effectivement ça peut nous faire détester le métier, alors que il suffit de changer de manager et d'un seul coup on aime le métier. Et je pense que, enfin moi je fonctionne beaucoup à ça aussi. Les gens, j'aime les gens, mais autant je peux détester certaines personnes aussi et j'ai plus envie de travailler avec elles, quoi. Ouais. Et donc ça peut, quand on est confronté à ça, c'est vrai que l'importance ta capacité à switcher, elle est vraiment géniale. Et si tout le monde avait cette capacité, je pense qu'on aurait beaucoup moins de souffrance au travail, parce que y a des personnes qui subissent pendant des années, quoi. Et qui après perdent confiance en eux, parce qu'après voilà, ça a un impact sur nos performances, c'est évident, sur notre engagement, et voilà, et on peut vraiment perdre confiance en soi avec dans ce type de situation. Bon, donc 10 ans, t'évolues, tu t'éclates. Ensuite j'ai depuis un moment, à ce moment-là en fait, on est en 2018, tout début 2018. Ça fait un petit moment que je me dis, déjà, en fait, déjà même un peu avant, où je me dis, j'aimerais créer quelque chose, mais je sais pas quoi. Je savais que j'avais envie de créer un truc, je savais que j'avais envie d'être dirigeante, j'avais envie de réentreprendre quelque chose, mais j'avais pas d'idée de quoi. Et donc je pose ça là, voilà, et je continue. Et puis je vais beaucoup à des soirées privées, genre des soirées rétro house, des soirées organisées, privées, qui sont pas forcément accessibles à tous, mais ils sont sur invitation, etc. Et je me dis, tiens, ça c'est pas mal, j'aime bien l'événementiel. Et je commence à calculer, je me dis, tiens, ils font autant d'entrées, ils ont ça. Puis voilà, je me dis, tiens, ça c'est quand même quelque chose qui me plairait, ça me botterait bien. Et puis je rencontre une copine d'une copine avec qui on en parle ensemble. Et elle me dit, ouais, moi aussi, ça j'aimerais bien, etc. Puis peut-être pas l'envie aussi de me lancer toute seule à ce moment-là. Et on se lance à deux. Voilà, on se lance à deux sur le sujet et puis on crée notre première soirée. Mais moi, je travaillais encore en banque à ce moment-là. Et puis on crée notre première soirée, elle marche plutôt bien. On fait pas mal d'entrées, mais toute la création de la société, tous les investissements, naturellement, la première soirée, elle vient pas rentabiliser tous les investissements qu'on a pu faire. On a quelques pertes aussi. Peut-être qu'on a surestimé ce qu'il nous fallait en marchandises. Donc voilà, quelques désillusions sur la première soirée qui nous permet quand même d'être flat. Mais on crée une deuxième soirée là qui marche moins bien. Et donc mon associé à l'époque prend peur et me dit moi je veux tout arrêter. Voilà, ça marche pas, j'arrête tout. Et donc voilà, c'est son choix. On décide, donc on se sépare. Et moi je me dis à ce moment-là, je me dis déjà tiens, c'est sympa d'organiser des trucs. L'événementiel, j'aime beaucoup, mais j'aimerais bien le faire pour des professionnels. Et donc j'ai déjà des premiers contacts qui
qui me disent tiens, puisque tu as organisé ça, nous on a besoin d'organiser un séminaire, une journée détente pour nos collaborateurs, est-ce que tu veux pas t'en occuper? Ouais, je saute sur l'occasion, sauf qu'à ce moment-là, moi je viens de liquider avec mon associé, on a liquidé la société, et puis j'ai pas de société. Et donc, fallait que je facture. Donc, je me remets vite à créer une société. Donc, je travaille toujours en banque. Et je crée tout de suite une autre société pour pouvoir organiser ça à côté. Je me dis, j'ai quand même tout un week-end, le dimanche, le lundi pour faire ça, en finito. Enfin, voilà, je peux le faire. Et donc, je le fais, j'organise cet événement. Et puis, ça prend quand même de plus en plus de place dans ma vie professionnelle et dans ma tête aussi. L'engouement pour la banque n'est plus tout à fait le même. Je sens, mon équipe sent aussi que je commence à m'éloigner peut-être un petit peu, je suis plus tout à fait dedans, etc. Et là, je me dis, faut que tu te poses les bonnes questions. Et encore une fois, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu veux? Et puis, les risques étaient quand même forts à ce moment-là parce que on n'a plus l'insouciance de la jeunesse. J'ai une fille. Un crédit, j'imagine. Un crédit maison que je viens de reprendre parce que je suis divorcée. À ce moment-là, je vis seule avec ma fille. J'ai pas beaucoup d'argent de côté. Voilà, donc les risques sont quand même assez gros. Et puis je me dis allez, voilà, je me renseigne, je me dis qu'on est accompagné quand même. On a cette chance en France. Je me dis j'ai 2 ans devant moi là en fait où je vais toucher des aides de Pôle emploi, si je quitte mon job pour créer, quel est le risque au pire si je vois que ça fonctionne pas, voilà. Et je retourne en banque finalement quelque part. Enfin, je sais pas. En banque ou je recherche un autre boulot, etc. Mais je sens quand même à ce moment qu'il me manque des compétences. Je me dis, voilà, j'ai certes un niveau master en management, mais j'ai rien en communication. Je suis directrice d'agence, c'est pas du tout dans le milieu de la com. La com m'attire et je postule quand même en banque. À ce moment-là, je me souviens que je postule au siège pour aller à l'événementiel, où on me dit, non, parce qu'en fait, t'as pas de compétences. Je postule au marketing, on me dit non, t'as pas de compétences. Voilà, donc je me dis, tant pis, moi j'ai vraiment envie de travailler dans ce sujet, puisque je suis pas embauchée dans ma propre boîte qui me fait pas confiance sur le sujet, sur mes capacités à le faire, je vais créer moi-même. Voilà, en gros, je fais vite le raccourci et je me dis ça. Mais je me dis quand même, oublie pas qu'ils t'ont dit que t'avais pas de compétences, etc. Va acquérir tes compétences. Et là, je me renseigne en fait pour faire reprendre des études et je m'inscris en MBA. Communication et management événementiel, voilà, pour avoir un master 2. Et on me dit non. On me dit c'est pas possible parce que tu n'as pas de diplôme en communication avant. D'accord. Et donc, quelle est la solution? Donc, il voit bien que je suis une acharnée, en fait, et que je vais pas me contenter de cette réponse. Et donc, en fait, je passe une validation des acquis professionnels qui valide un diplôme, etc. Je lis énormément de bouquins, je me renseigne beaucoup, je passe des examens pour pouvoir rentrer. Et donc, je réussis. Et donc, je rentre en MBA. Alors, juste là-dessus, ça m'intéresse parce que, je pense qu'il y a 90% des gens qui se seraient arrêtés au non, c'est pas possible. Donc, du coup, tu postules. Tu postules comment? Tu as quelqu'un là, au téléphone, tu dis, il voit que je suis une acharnée. Comment il le voit que tu es une acharnée? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, il y a plein de barrières à ce moment-là. En fait, j'ai d'abord essayé de faire un FONGECIF qui a été accepté par la banque, par mon employeur, mais qui n'a pas été accepté par le FONGECIF. Donc, parce que j'avais besoin que ce soit financé aussi, parce que c'est un diplôme qui coûte cher. Et que rappelons-le, je suis divorcée, je vis seule avec ma fille, j'ai pas de sous. Et donc, c'est pour ça que c'est important, parce que tu vois, on voit que finalement, tu as fini par y arriver. Donc, même si au départ, tout n'est pas réuni, tu as fini par trouver des solutions. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir partager ça. Ça peut vraiment inspirer beaucoup de personnes. En fait, j'appelle l'école. Je demande un rendez-vous pour pouvoir savoir comment on remplit le dossier, comment on fait pour rentrer dans cette école. J'ai un rendez-vous avec Raja qui me reçoit,
qui m'explique gentiment que en fait ça va pas être possible. Et là en fait je pense qu'elle voit mon regard, elle voit que je reste assise, elle voit que j'attends une suite en fait. Donc, c'est quoi donc du coup tu me proposes quoi? Voilà, c'est ça, il doit bien y avoir des solutions aujourd'hui. Je pense qu'ils n'avaient pas trop l'habitude aussi peut-être avec des reconversions professionnelles. Et donc en fait elle cherche, elle me rappelle. Et elle me dit, il y a peut-être bien une solution, on va vous faire passer des validations d'acquis professionnels, etc. Et en fait, ça passe en commission. D'accord. Et donc t'insistes, tu t'hésites pas à t'imposer, à leur demander à eux aussi de l'aide quelque part pour trouver une solution par rapport à ta problématique. Et bon, te connaissant un tout petit peu, mais voilà, j'imagine aussi que l'une de tes grandes forces, c'est ta capacité à créer une relation de proximité avec ton interlocutrice. J'imagine qu'elle a envie de t'aider après. Ouais, c'est exactement ça en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que le fait que je quitte un emploi, que je vis seule, que les barrières me font pas tellement peur, que je pense que voilà, elle s'est dit on peut pas en rester là quoi, c'est pas possible et oui, je pense qu'elle cherche avec moi et dans cette école, d'ailleurs, ils chercheront toujours tout le temps de mon parcours à m'aider. C'est ça qui est top, en fait. Et je pense que quand on prend les choses, quand on n'y va pas avec un esprit négatif, à se dire de toute façon, ça ne marchera pas. Voilà, vraiment, je pense que ça change vraiment tout de se dire, allez, ça va fonctionner. Allez, viens, on le fait, on essaye, on y va. Et puis un peu comme quand il n'y a pas de réponse à une question, c'est peut-être qu'il n'y a pas de question. Quand il n'y a pas de solution à un problème, c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème. Donc là, tant qu'il y a, faut chercher des solutions, il y a toujours des solutions, il y a toujours des contournements possibles. Et donc, ils finissent par m'accepter. Mais j'ai pas les sous. Merde. Encore un autre problème à gérer. Mais du coup, tu les traites un par un, les problèmes, dans ce que j'entends. Voilà. Ouais, soit dans la globalité quand il faut tous les traiter en même temps. Sinon, tant qu'il est pas là, il existe pas. Je me dis, ils me demanderont après de payer. Je fais. Ça va arriver. Et donc, en effet, c'est toute une histoire de coïncidence. Alors, c'est assez drôle parce que à l'époque, quand je fais mon FONGECIF, je remplis le dossier FONGECIF et ils me disent si vous reste du CPF, il faut absolument l'utiliser parce que sinon, ils vont vous le prendre dans le FONGECIF, etc. Je me dis, tiens, moi, j'ai toujours voulu apprendre l'anglais. Je vais aller utiliser mon CPF pour apprendre l'anglais. Et donc, je m'ai inscris à des cours d'anglais. Et en sortant de mes cours d'anglais à Lille, la société était déjà créée, etc. Je vois BGE. Je dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je connaissais pas du tout la BGE. C'est fou quand on crée une entreprise de se dire 3 mois plus tard, après avoir créé, je connais pas la BGE, je sais pas ce que c'est. Et donc, je pousse la porte, je vois que c'est pour aider les entrepreneurs, etc. Je pousse la porte et ils me disent, non, en fait, il fallait venir avant de créer. Et donc, je crois que là encore, je tombe sur une nana top qui me dit, attendez, venez rentrer dans mon bureau, on va essayer de voir, etc. Et puis, tout mis bout à bout, en fait, entre l'école de com, donc les FAP, la BGE, etc., ils sont allés me chercher des financements. C'est vrai. De la région, en fait. Et donc, j'ai eu à payer une moitié. Et donc j'ai trouvé les financements par moi-même. Voilà, on a fait des fonds de tiroir, j'ai été chercher, j'ai payé en plusieurs fois, j'ai eu le droit de payer mensualité. Voilà, mais c'est pas pour moi une dépense en fait là à ce moment-là, c'est plus un investissement. Je me dis j'en ai vraiment besoin quoi. Ouais. J'ai une question. J'entends que dans ce que tu dis, que tu sais que ça va le faire. Tu sais que c'est sur la bonne voie. Donc là, forcément, tu nous expliques ce vers quoi tu es allé. Et effectivement, ça a été la bonne voie, puisque on est ensemble et tu es allé au bout. C'est toujours Enfin, comment dire ? Moi, j'ai eu, par exemple, si je te parle de moi, j'avais cette intuition aussi pour moi, tu vois, que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Bon, même si j'ai eu plein de doutes aussi sur le chemin, parce que je pense que je suis beaucoup moins audacieuse que toi. Donc, j'ai eu beaucoup de doutes et je me suis posé beaucoup plus de questions que toi sur le chemin. Mais il n'empêche que j'avais quand même, je pense,
cette cible qui restait là et qui faisait que je continuais quand même. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est ça? Tu ressentais ça? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est en fait, j'écoute beaucoup mon intuition. Et un jour, on m'a dit quand t'es en joie, quand ça te met en joie, c'est que t'es sur le bon chemin. Et en fait, à ce moment, je suis tout le temps en joie. À ce moment-là, je suis crevée. J'ai ma fille, il faut gérer l'école, il faut tout gérer. Je reprends les cours. J'essaye de développer mon entreprise en même temps. J'apprends l'anglais. Je me rajoute toujours des trucs en plus. Donc, je suis fatiguée, mais contente. Et je me dis, ben voilà, ça me met en joie, en fait. Alors, il y a 2 trucs. C'est quand tu es en joie, tu es sur le bon chemin. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est un peu ce que je me dis. Voilà, tant que tu es en joie, en fait. Continue, fonce. Donc tu suis cette... Donc là, à ce moment-là, t'es arrêté. T'as arrêté de travailler quand tu reprends les études. Ou t'es encore non, ouais, je pile poil, en fait. Ma rupture de contrat, 8 octobre. Démarrage des cours, 8 octobre. Donc... Voilà. Ouais, donc tout ce cheminement, tu le fais tout en travaillant et tu arrives à t'arrêter. Alors, je sais pas si c'est moi qui sonne ou si c'est toi. Moi. C'est toi. Je et donc tu vas vers la com, tu suis la formation de l'EFAP. Comment ça se passe? Alors, ça se passe super bien. C'est une formation en un an. Donc, dernière année, Bac plus 5, et qui se passe en 2 fois, enfin en 2 temps. 6 mois théorie, école, avec beaucoup de cas pratiques, beaucoup de travail. Beaucoup de travail personnel, beaucoup de travail en groupe. Faut apprendre à travailler avec... faut apprendre à retourner sur les bancs de l'école. Faut apprendre à retravailler aussi en dehors de l'école. Faut apprendre à travailler avec des très jeunes. J'ai 38 ans, je crois. Je me suis 37, 38 quand j'intègre l'école. Et on me regarde un peu comme un extraterrestre aussi dans la promo. C'est pas une grosse promo, on n'est que 13. Donc, c'est quand même ce côté hyper bien. Et j'ai une responsable pédagogique, Caroline, qui est hyper fun, hyper dynamique, voilà, on partage pas mal, on a le même âge, c'est canon, et donc elle m'aide beaucoup à m'intégrer. D'ailleurs, elle aide chacun à s'intégrer. Enfin voilà, c'est vraiment, je garde un super souvenir en fait de ce moment-là de l'école. Et voilà, ça se passe comme ça, donc 6 mois très intenses quand même, et où je me dis c'est tellement intense. J'apprends l'anglais en même temps. Alors pour info aussi, je me suis remise vite à apprendre l'anglais parce que je savais que j'allais avoir des cours en anglais et que je savais que j'allais avoir des oraux en anglais et que je savais à peine dire bonjour, je m'appelle Olivia, quoi. Donc voilà, genre la fille qui se met des challenges de dingue. Mais voilà, rien de mal. En fait, je me dis il faut savoir parler l'anglais. Ben je vais l'apprendre. Et là, j'ai dans ma promo des gens qui sont allés faire des années de césure à l'étranger. Ils parlent couramment l'anglais. Pour la plupart, il y en a peut-être 1 ou 2 qui est peut-être dans le même cas que moi, mais alors, très loin de moi devant quand même. Et en fait, je tombe quand même sur des gens super chouettes qui, quand c'est à mon tour de passer, qui me disent vas-y, tu vas y arriver, Olivia, c'est bien. Et quand j'ai fini, c'est vachement bien, t'as bien parlé. Enfin, voilà, je tombe sur des jeunes super sympas en fait, qui, il y en a quelques-uns qui sont restés, avec qui je suis restée en contact, et ça me remet en fait un peu en question aussi, où on entend beaucoup les jeunes aujourd'hui, etc. Ils sont comme ça. Et moi j'avais quand même affaire il y en a toujours à la marge dès qu'ils bossent pas, c'est clair, mais sinon j'ai quand même affaire à une promo avec des vrais bosseurs qui y vont, qui ont envie d'avoir des bonnes notes, qui ont envie de marquer des esprits, ça fait plaisir. Et je me sens pas plus vieille qu'eux en fait. À ce moment-là, j'ai l'impression d'être comme eux en fait. C'était top. Ouais, donc une belle année, une belle période. Mais quand justement sur l'anglais, t'as pas peur? Tu sais comment parce que bon, pour à nouveau écouter beaucoup d'histoires, je pense que la plupart des personnes auraient pu être pétrifiées, se poser des questions, est-ce que je vais y arriver, etc. Toi, tu dis je vais apprendre. C'est quand même d'où tu puisses cette confiance en tes capacités à apprendre? C'est parce que tu capitalises dessus, Alors,
J'ai une trouille bleue quand même. Ça me rassure. Ouais, non, je suis pétrifiée. Au moment où il faut passer à l'oral, ouais, je suis liquide, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Je me souviens des années collège, des années lycée, où de toute façon, si je sais pas parler anglais, c'est parce que je sais pas prendre la parole. Alors, ça se ressemble peut-être pas forcément, mais moi, je suis quelqu'un qui est plutôt plus tendance timide que le contraire. Et je prends énormément sur moi, en fait. Et une fois, j'ai écouté un truc sur YouTube. Faudrait que je te le ressorte. C'est super intéressant. Et c'est sur la confiance en soi et comment améliorer la confiance en soi, ou je sais plus. C'est un livre audio qui est super sympa. Et je me souviens qu'à l'époque, je l'écoute. Ça dure 1 heure. Et ça dit qu'en fait, la première étape pour avoir confiance en soi, c'est de faire semblant. Faire semblant d'avoir confiance. Si t'as pas confiance, c'est pas grave, fais semblant, personne ne le verra. Et en fait, le fait de faire semblant d'avoir confiance en soi, en fait, naturellement, ça va améliorer ta confiance en toi. Et voilà. Et je me dis, là, t'as pas confiance, vas-y, fais semblant, vas-y, de toute façon, personne ne le verra. Et voilà. Ouais, c'est juste, ne serait-ce que parce que corporellement, tu vas te positionner différemment. Donc, rien que la façon de te positionner, c'est vrai que c'est un bon outil. Il y a un TED qui parle de ça aussi, qui est excellent, que je pourrais mettre d'ailleurs dans les commentaires. Bon, donc, voilà, ça va tuer. Tu n'es pas, c'est normal. C'est normal, t'as peur parfois. Ok. Et donc après, du coup, tu sors de l'EFAP, diplômée. Alors, en fait, il y a 6 mois de cours, 6 mois de stage de fin d'études. Mon stage de fin d'études, plusieurs solutions. Soit je vais dans une entreprise, soit je vais dans une agence. Et je me dis, j'ai pas envie d'aller travailler chez un futur concurrent. Enfin, puis de toute façon, qui me prendra, sachant que j'ai déjà créé mon entreprise. Il faudrait être complètement taré. Moi, je prendrais pas, clairement, hein, je l'annonce. C'est pas la peine de postuler chez moi si t'as déjà créé ton agence. Je te prends pas en stage. Mais... Et donc, soit je vais directement chez l'annonceur, mais j'ai pas envie non plus, en fait. Et donc, je négocie avec l'école de pouvoir faire mon stage dans mon entreprise. Et à la condition, en fait, c'était que je puisse avoir un tuteur de stage qui soit un annonceur, soit un responsable d'agence, etc. Donc là, je demande à une de mes profs à l'époque si elle veut bien être ma tutrice. Et donc, j'ai le droit de faire mon stage dans mon entreprise. Donc, à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que mon agence était une agence événementielle. Et beaucoup moins très tournée événementielle. Et donc, je rentre en stage dans mon entreprise et on est le 1er avril 2020 et on est confinés depuis 3 jours. J'ai 2 clients et c'est pas la folie, quoi. Donc là, je me dis, putain, qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'as fait, quoi? T'es bien maintenant. T'es là chez toi, t'es confiné, c'est super. Va développer ton entreprise en événementiel, personne te connaît. Voilà. Ouais. Donc, grosse remise en question. Ça dure 3 jours. Hein. Chez moi, c'est pas très long. Je crois que j'ai fait comme beaucoup, c'est-à-dire que je suis allée promener mon chien, j'ai couru autour du quartier, j'ai fait du sport sur domios.fr. Et je me suis dit, de toute façon, il n'y a rien à faire. Voilà, t'es confinée. Mais au bout de 3 jours, je me suis dit, non, en fait, il n'y a pas rien à faire, c'est pas possible. Olivia, tu te reprends tout de suite. C'est dans l'action. Et donc, en fait, dans l'action, j'ai commencé à prendre mon téléphone. J'ai appelé un tel. Tiens, qu'est-ce que tu fais, toi? Comment tu fais pendant le confinement? Comment tu te débrouilles? Qu'est-ce que tu mets en place? Comment tu vas travailler, etc. Et puis, j'appelle mes 2 clients. Même si j'en ai que 2, je les appelle, j'en demande comment on peut faire, et en fait, je me souviens aussi d'un prof qu'on avait eu qui nous avait donné 2 cours à l'EFAP sur les réseaux sociaux, et je me dis tiens, je vais le suivre. Il était très dynamique sur les réseaux sociaux, il donnait plein de tips, il partageait énormément de contenu, etc. Et j'ai commencé en fait à me former. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, j'ai pas de réseau. J'ai un compte LinkedIn que j'utilise pas du tout, j'ai un compte Facebook que j'utilise pas. Et donc, je me dis, vas-y, communique. Et c'est le fait de communiquer qui va faire que... Alors, pour moi, en plus, ça n'allait pas durer.
J'étais ma confiance, mon optimisme. Ouais, tu pensais que début juin c'était bon, on n'en parlait plus du Covid au départ peut-être. Voilà, c'est ça, et que tout Ouais. allait reprendre, et c'est ceux qui communiquent qui allaient s'en sortir. Ouais. Voilà, en gros, voilà, je la fais court, mais c'est ça. Et donc, je commence à communiquer, mais je commence vraiment à me prendre au jeu de communiquer, de parler de mes émotions, de parler de comment je vis le confinement, de parler de communication, de donner des... En gros, tout ce que j'ai appris en cours et tout ce que j'ai pu expérimenter, même si je l'avais pas beaucoup expérimenté, ben, je fais des vidéos dessus. Et en fait, ça prend vite, ça prend bien. J'ai du monde. Je comprends pas tout ce qui se passe, mais voilà, je m'éclate en fait sur les réseaux sociaux, je trouve ça top. Et puis d'un coup, j'ai quelqu'un qui m'envoie un message et qui me dit est-ce que tu peux m'aider sur mes réseaux sociaux? Et je me dis, ouais, si j'ai pas d'offre, c'est pas le but, mais puisqu'on sait pas combien de temps ça va durer, je crée une offre. Voilà, je me dis, allez, je vais pas m'arrêter à ça, je crée une offre. Et je lui propose donc un coaching réseaux sociaux, de l'aider en fait et de l'accompagner. Et puis un deuxième arrive, un troisième, je commence à communiquer un tout petit peu dessus, ça marche. Je coach les gens sur les réseaux sociaux avec les connaissances que j'ai, mais ça marche plutôt bien, avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de transparence. Et en fait, j'ai affaire aussi à des personnes qui finalement n'ont pas tellement envie d'être coachées et qui ont envie qu'on fasse à leur place. Et c'est là que je crée ma première offre community management. Je me dis, moi je vais le faire à ta place, pas de souci. Ça va coûter un petit peu plus cher, mais je vais le faire. Et donc voilà, j'ai créé un plan de com digital, mais pas une stratégie de com digital, le plan de com qui suit, je le mets en place, je commence mes premières actions de communication. Et en fait, sortie du confinement, du premier confinement, ça commence à prendre forme, ça prend de plus en plus. Et puis, je tombe sur un lieu événementiel aussi. En allant visiter un client, je tombe sur un local à côté qui était disponible. Et je me dis, tiens, je me vois bien dans ce local, je pourrais faire un lieu événementiel, je pourrais faire plein de choses et tout. Et puis de fil en aiguille, ça commence à grandir. Je prends ma première alternante et puis ma deuxième alternante. Mon premier CDI et voilà, et ça prend petit à petit sans que j'y fasse vraiment attention. Ça grossit, je prends mon lieu événementiel, je monte un dossier en banque, gros investissement parce qu'il faut faire des travaux. En fait, j'imagine un loft, un DUS, faire un lieu événementiel en bas, mes bureaux en haut. C'est accepté. Hop, voilà, tout s'enchaîne. En fait, on arrive en décembre 2020. J'ai mon lieu événementiel. Et en fait, dans ce lieu événementiel, j'avais envie de créer, de mettre à disposition pour des boutiques éphémères, en fait. Que des marques, des nouvelles marques qui s'installent puissent profiter du local, vendre leur business, et puis pour des durées déterminées, un jour, 2 jours, une semaine, un mois, peu importe. Et puis voilà, et moi j'ai mon agence de communication à l'étage. Et là c'est parti. Je vois rien passer. C'est tout grossit vite. Et après, ça redescend. D'accord. Voilà. Donc ça a une grosse croissance. Finalement, le Covid a été une opportunité pour toi. Ouais, complètement. Parce qu'en fait, les enjeux des entreprises ont changé. Tu as réussi à te positionner au bon moment à cet endroit-là. Donc ça fonctionne. Et donc ça grossit. Et tu me dis, à un moment donné, ça chute. Tu sais pourquoi? Tu comprends maintenant? Ouais. En fait, je pense que j'ai un peu peut-être trop fonctionné avec le cœur. Même si ça a été un gros avantage à certains moments. Je pense que là, voilà, j'ai voulu contribuer, embaucher en CDI, beaucoup. J'ai voulu participer, je voulais faire plaisir, je voulais répondre aux besoins des clients. Donc, j'ai pris. Et puis à un moment, je pense que voilà, problème de conseil aussi, j'ai tout mélangé, j'ai mis dans la même société mon lieu événementiel, j'ai pas créé une société à part pour le lieu, donc on a été reconfinés juste après, je venais juste de l'avoir, mais du coup comme j'ai pas créé quelque chose exprès pour le lieu événementiel, c'était fondu dans l'agence de com, je n'ai eu aucune aide. La communication supportait complètement le coût de l'événementiel. C'est ça, voilà. Donc le lieu me coûtait très cher, pas d'aide
l'aide de l'État à côté de ça parce que j'ai pas de perte, clairement. Mais sauf que mon lieu mange tout, les salaires mangent tout. Et puis à un moment, je me dis, voilà, des erreurs de gestion où pour moi, dans mon esprit, il fallait vendre des contrats. Mais en fait, je me rendais peut-être pas compte que j'avais énormément de charges et que peut-être que dans l'opération, il fallait peut-être juste diminuer les charges et pas toujours aller chercher des ventes parce que peut-être que je suis arrivée à un moment, on se parle en toute authenticité, hein, mais je pense qu'à un moment, j'ai pas su aussi venir rendre la qualité de service qui était attendue aussi vis-à-vis de mes clients. J'étais peut-être pas forcément toujours fière aussi du rendu que je donnais. Voilà, fallait aller vite, fallait se dépêcher. Il y a beaucoup de travail, prise un peu à la gorge, etc. Et à un moment, c'était plus possible. Voilà. Ouais, donc ce que j'entends, c'est que ça croît et donc j'imagine que ça s'accompagne d'une grande confiance. Tu te dis voilà, ça va le faire, c'est génial, donc tu surfes là-dessus, tu dis ça va pas s'arrêter, et donc tu entreprends, les projets que tu as en tête, tu les mets en place rapidement. En plus, on te suit, donc voilà. Et puis, à un moment donné, effectivement, tu te rends compte que, en plus, il y a un événement très structurant, c'est quand même le confinement de nouveau, qui a forcément un impact sur un lieu événementiel, ça paraît évident. Et à ce moment-là, j'imagine que là, tu es sous pression à fond pour que ça rentre, quoi, parce qu'il faut pouvoir payer ses salaires, quoi, j'imagine. C'est ça. Tu veux pas renoncer à tout ça, c'est des humains que tu as en face de toi. C'est ça. Et donc, tu prends sur toi, quoi, mais j'imagine que tu dois travailler... Ouais, je pense que je suis proche à ce moment-là quand même c'est énorme en fait, hein. Je me lève, je commence le travail, je pense qu'il devait être 6h du matin, je finis à pas d'heure, je travaille le week-end, je prends pas de vacances, je travaille tout le temps en fait, je cours. Et puis à un moment, puis t'as plus les idées claires du coup, à ce moment-là, j'imagine que t'es dans un tunnel, ça doit être... Ouais, t'arrives pas vraiment à émerger, t'arrives pas à voir où est le problème, t'es pas... Tu continues à faire ce que tu sais faire, vendre, donc tu vends, mais après, du coup, il faut réussir à assurer derrière. Ça. Et du coup, comme en plus, tu es extrêmement prise, j'imagine que tu peux pas aussi accompagner aussi bien tes collaborateurs. En fait, c'est tout un... C'est un cercle vicieux finalement après qui s'installe, c'est-à-dire qu'en fait que comme tu peux pas, t'es fatigué, t'es irritable, s'il y a un client qui est pas satisfait, c'est forcément que ton équipe elle a peut-être pas rendu quelque chose de bien, mais si elle a pas rendu quelque chose de bien, c'est peut-être qu'elle a pas été bien accompagnée, mais enfin voilà, il y a quelque chose de malsain en fait qui s'installe et il y a deux facteurs qui arrivent à ce moment-là. On est en décembre de l'année dernière, c'est encore très récent. J'ai un stagiaire qui arrive, qui sort d'école de commerce, qui arrive dans mon entreprise, qui a que 22 ans à l'époque. Et puis, et je le prends parce que je me dis, tiens, je vais avoir besoin d'aide sur la stratégie de l'entreprise. Donc viens voir, pas de souci, je te prends en stage. 6 mois, stage de fin d'études, et je lui dis si ça se passe super bien, l'idée c'est que tu m'aides sur la stratégie de l'entreprise, et puis on y va, on développe à deux, et puis si ça se passe bien, après il y aura l'embauche à l'issue, quoi. À ce moment-là, j'ai déjà 4 CDI. Je me dis, voilà, il faut remonter la pente. Je ne peux pas me séparer de mes CDI, je ne l'imagine pas du tout. C'est quelque chose que je ne peux pas entendre. Et donc, mais il faut y aller, quoi. Et je ne me sépare pas de mon lieu non plus. Il arrive. Et puis, en parallèle de ça, le deuxième facteur, c'est que je rencontre un coach d'affaires, Fabien Mullier. Et pareil, en fait, ces deux personnes arrivent en même temps dans mon entreprise et arrivent à me dire les choses que je n'arrive pas à écouter, à entendre, je le prends mal quand ça vient d'autres personnes, etc. Et Quentin, stagiaire à l'époque, me dit en fait, Olivia, je te vois courir partout, tu vends super bien, tu travailles super bien, tu as vraiment un objectif de qualité, de service rendu, la satisfaction de tes clients, c'est super important, etc. Mais le souci, c'est tes dépenses.
T'as pas un problème de revenu, t'as un problème de charge. Et en fait, il met le doigt vraiment sur la productivité de mon équipe. Et là, en fait, j'arrive à l'entendre. Et il me dit ça, en fait, regarde, tu dépenses plus en charge de salaire que ce que ça te rapporte. Et normalement, un salaire, ça doit être rentable, ça doit te ramener de l'argent. Et là, j'arrive à l'écouter, on me pose les chiffres, on se pose, ça fait mal, hein, parce que tu te dis, waouh, va falloir prendre des décisions, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, on essaye d'abord de travailler sur la productivité. Et en fait, je pense que quand on est aussi... j'ai réuni mon équipe. Je leur ai dit, j'ai été honnête avec eux, j'aurais dit voilà, l'entreprise va pas très bien, il va falloir que je prenne des décisions, je préfère vous prévenir que l'entreprise va pas bien et qu'on va vivre peut-être pas forcément des moments super agréables, mais je vais essayer, voilà. Et à ce moment-là, je commence, voilà, j'essaye de revenir, de sortir un peu la tête de l'eau, etc. Très accompagnée par Fabien aussi sur le coaching d'affaires, coaching de dirigeants. À ce moment-là, il m'accompagnait plus sur l'équilibre, vie perso, vie pro, prendre soin du dirigeant, etc. Et en fait, finalement, tout se goupille quand même plutôt pas mal. J'ai une personne qui est en CD, qui nous a quittés quand même un peu avant toute cette histoire, parce que ça répondait pas vraiment à ce qu'il cherchait en termes de mission. J'ai mes 2 CDI, Doriane, Nathalie, qui sont là presque depuis le début. Ça me fend le cœur si je dois me séparer, mais en fait, elles ont d'autres objectifs personnels. Et donc, finalement, ça se fait hyper naturellement, où elles me disent moi il n'y a pas de souci, on peut se quitter maintenant. Donc tout se passe super bien. J'ai un CDI à mi-temps qui est en période d'essai, et elle me dit mais moi si j'arrête, ça me gêne pas, je vais retomber sur mes pattes, etc. Et en fait tout se fait bien comme ça. Ce que tu avais imaginé de émotionnellement extrêmement difficile à mettre en place, de devoir annoncer la fin, d'imaginer que la personne, ça va la mettre dans une situation difficile, qui va t'en vouloir, etc. En fait, en réalité, il te la porte sur un plateau, quoi. Ouais, exactement. Et je pense que voilà, en fait, l'authenticité, la transparence, communiquer, et pas être la dirigeante dans son coin qui essaye de tout mener de front. Voilà, j'ai ouvert, en fait. Je crois que j'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert mon esprit, j'ai parlé franchement, j'ai parlé vrai, et ça a fait toute la différence, en fait. Ouais, super. Ouais. C'est... Et puis, le deuxième sujet, c'était le lieu événementiel. De se dire, qu'est-ce qu'on fait ? Il nous coûte énormément. Il faudrait mettre quelqu'un à temps plein pour le développer. Et là, encore une fois, je me dis, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Et en fait, je me rends compte que je prends pas forcément mon pied avec ce lieu événementiel. C'est très difficile de satisfaire des boutiques éphémères, parce que c'est des personnes qui ont pas forcément un gros investissement au départ. Quand elles lancent leur entreprise, elles y croient beaucoup, tant mieux, mais elles attendent énormément, en fait, du lieu à ce moment-là. Elles attendent beaucoup de visibilité, beaucoup de communication. Je suis pas dans un endroit où il y a beaucoup de visibilité. Il y a peut-être pas assez de monde par rapport à ce qu'elles espèrent, etc. Donc je me retrouve un peu confrontée à quelque chose où j'aimerais tellement apporter, mais je peux pas, parce que sinon ça va me coûter beaucoup plus que ce que je pourrais encaisser. Et finalement je me dis allez, j'arrête aussi ça. Alors c'est une grosse décision, parce que même si j'ai fait une session de droit au bail, ça fait des investissements ça vient jamais rentabiliser les travaux que j'ai pu faire. Et donc je sais que là je cours encore avec ce crédit, en fait, que j'ai fait en banque. Après, je suis quelqu'un qui je règle mes dettes. Ça, c'est vraiment très très important pour moi. Je pense que c'est une question de fluidité. On reçoit ce qu'on envoie, et ça, c'est important pour moi. Voilà, c'est une valeur forte. Et donc je me dis allez, tant pis, j'ai fait, c'est une erreur que j'ai fait, j'en tire une leçon, et puis mais tant pis, mais je fais une croix sur le lieu. En tout cas, j'arrête ces grosses dépenses. Et là, aujourd'hui, ce Quentin qui était stagiaire devient mon associé.
Voilà. Chouette. Ça fait maintenant 9 mois qu'on bosse ensemble. On a traîné un peu à faire tous les papiers, tout ça, parce qu'il y a eu la vente la cession du fonds de commerce. Il y a eu beaucoup de chamboulements cette année quand même. Et en fait, je me dis que voilà, il a 23 ans. C'est lui qui m'a demandé pour intégrer l'entreprise. Et je me dis, il a connu là toutes les difficultés. C'était dur. Il a vécu tout ça. Il n'est pas rentré au meilleur moment. Et il a quand même envie, et je me dis que ça montre vraiment que c'est une belle boîte et qu'il y a vraiment des choses sympas à faire. Donc on a réduit énormément les charges. On s'est concentré sur notre activité de communication. Et aujourd'hui, on rend une belle qualité aux clients. Voilà, on revient, voilà, ça fait du bien. Tu respires là. Tu te sens à nouveau, j'imagine... aligné. C'est ça. Là, tout à l'heure, on parlait justement de quand est-ce qu'on abandonne. Quand tu as pris la décision d'arrêter le lieu, tu t'es sentie soulagée ? Ouais. Ça m'a fait bizarre quand même quand j'ai fermé avec lui la dernière fois, quoi. J'ai regardé le lieu, je me suis dit, je l'ai vu brut. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau. Il n'y avait même pas le carrelage. C'était des parpaings et au mur. Et ouais, je me dis, c'était un beau bébé, c'était un beau projet, mais c'était peut-être pas le bon moment, c'était pas la bonne façon de faire dans la structure d'entreprise. Donc ouais, si j'ai un conseil peut-être, ou un partage d'expérience plutôt, parce que j'aime pas dire conseil, plutôt un partage d'expérience. Vraiment bien se renseigner quand on monte la structure, se dire tiens, j'ai une deuxième activité, je la mets pas dans la même que la première. Je sépare les choses, parce que quand ça va pas, on peut couper une branche sur l'arbre, mais là en fait il a fallu ça a coûté à l'arbre en fait un peu, donc et c'est encore là, donc ouais, je pense que ce partage d'expérience, c'est prendre plusieurs conseils, pas s'arrêter à un seul conseil d'un comptable à l'époque qui me dit si, mets tout dans la même société, ce sera plus facile, etc. On en veut en plus après ces personnes. On se dit c'est facile aussi de trouver des coupables quand ça va pas. J'en ai voulu à la banque, j'en ai voulu au comptable. Voilà, après j'ai changé de comptable. Mais voilà, et puis finalement on se dit que finalement c'était ma propre responsabilité. C'est moi finalement qui ai fait ces choix-là. Et je pense que c'est une belle avancée. On fait un grand pas en avant quand on accepte la situation. Et qu'on se dit, voilà, c'est la merde. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et ça peut, aussi bien on peut vite descendre, aussi bien on peut vite monter. Et quand on y croit, voilà, je pense qu'on peut vite remonter. Après, de toute façon, il n'y a pas de parcours d'entrepreneur sans embûches, sans erreurs. Ça fait partie du jeu. Quelque part, aujourd'hui, ça t'a appris énormément de choses. Je pense que, pour le coup... J'imagine qu'aujourd'hui, quand tu dois prendre une décision, tu vas justement en parler beaucoup, demander des conseils à des experts, t'appuyer sur eux. Et ça, cet enseignement-là, on pourrait avoir fait le même genre d'erreur. C'est clair qu'on peut parfois avoir tendance à vouloir faire par soi-même, à se dire on va y arriver, pas oser, enfin voilà, surtout au début. En tout cas, moi, ça a été le cas, ou même juste on n'est pas au courant en fait. Donc en fait, vraiment s'entourer de gens qui sont passés par là, écouter des informations, enfin se renseigner auprès de personnes qui sont passées par les mêmes épreuves, c'est vrai que ça aide, ça aide. C'est vrai que j'aurais envie là de continuer parce que j'ai encore plein de questions, notamment tu vois, tu t'avais parlé tout à l'heure de liquidation, c'est vrai que ça peut faire extrêmement peur, mais on voit que tu es vivante. Après la liquidation de ta première activité, on voit que voilà, prendre des décisions comme ça peut faire peur, mais finalement, voilà, il y a des solutions, c'est pas dramatique, et au contraire, derrière, on peut se relever. Et puis on sait en plus que, on pourrait écouter énormément de podcasts d'entrepreneurs, c'est assez rare qu'il n'y ait pas des moments comme ça, en fait. C'est même systématique, en fait. C'est clair, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est juste pas possible, en fait. C'est pas possible. Faut se planter. Sinon, il faudrait rien faire, quoi. Ah oui, quand on fait rien, c'est sûr, on se plante pas. Mais à partir du moment où on entreprend des choses, on fait des erreurs, mais c'est aujourd'hui ce qui te permet de te recentrer, j'imagine, et de savoir où tu veux aller de manière plus juste et plus claire. C'est ça. Alors justement, on est ensemble depuis 1h15, j'espère que...
est-ce que tu peux maintenant juste, si tu as encore le temps, nous expliquer ce que tu veux maintenant apporter à tes clients, ce que tu proposes comme produit, quel est ce qui t'anime, voilà, suite à tout ça, c'est pour cette rentrée, t'en es où? Alors, moi, ce qui m'anime vraiment le plus et ce qui me fait vraiment vibrer, en fait. J'ai encore rencontré un nouveau client ce matin qui signe, c'est une victoire à fêter. Mais voilà, s'il y a vraiment quelque chose là à spécifier sur ce qui me fait vibrer, c'est que j'aime bien accompagner les personnes qui sont passionnées. Voilà. Et quand je rencontre un nouveau client qui est pas très passionné, qui a fait ça peut-être que pour l'argent, qui a monté sa boîte, voilà. Et ça va me déranger. Et je pense que, voilà, déjà c'est la première des choses. J'ai envie d'accompagner que des personnes passionnées par ce qu'ils font. Et puis la deuxième chose, c'est que je suis moi-même passionnée par la marque. Par les messages à faire passer, par la stratégie qu'on peut adopter, tout part de là, en fait. Poser les fondations, écrire l'histoire, en fait, de la marque ou la réécrire des fois quand on la prend en cours de route. Mais voilà, c'est vraiment ça. Et après, cette capacité à la déployer un peu en chef d'orchestre sur tous les supports de communication, les outils de communication, avec une spécialité digitale. Et puis, mon premier domaine de prédilection que j'oublie pas, qui est l'événementiel. Voilà, donc on en organise aujourd'hui des événements, c'est vraiment du bien de revenir là-dessus, mais je me dis aussi, voilà, c'est toute la communication aujourd'hui, même si l'événementiel marchait du feu de Dieu pour nous, je continuerai quand même la communication. Ça m'a permis quand même de découvrir aussi cet aspect-là, et j'ai pas envie de lâcher parce que j'aime tellement, voilà, les messages, la personnalité de marque, ce qu'on peut faire, et c'est juste canon. Ouais. Oui, puis ça permet d'apporter une réponse complète à ton client. C'est-à-dire que de déployer tout ça sur tous les canaux, c'est quand même un plus. Ouais, c'est ça, de l'accompagner à 360 degrés, quoi. Ouais. Et lui, il se trouve au milieu, sa marque se trouve au milieu, et puis à un instant, on va avoir besoin peut-être de faire de l'événementiel. À un autre moment, on aura besoin de travailler la communication digitale de façon plus approfondie. On peut travailler un peu de relations presse, faire des passages radio. Voilà, c'est de savoir que nous, on va être avec le client. Alors, j'aime bien dire aussi que je travaille pas pour un client, je travaille avec lui. On est vraiment en immersion, on travaille à ses côtés, on fait beaucoup d'ateliers ensemble. C'est pas nous déléguer totalement finalement. Souvent quand on me dit je fais appel à vous parce que je veux pas du tout m'en occuper, c'est quand même un peu dommage parce que on a envie de travailler avec, en fait, et les clients de toute façon ne lâchent jamais vraiment quand c'est leur bébé, ils ne lâchent jamais vraiment la communication, et c'est ça qui est intéressant. Ouais, et puis j'imagine que c'est important qu'ils fassent partie du jeu pour transpirer de ce qu'ils sont, quoi. Ça me paraît forcément beaucoup plus impactant s'ils sont main dans la main avec vous, quoi. C'est ça, en fait, on véhicule leurs valeurs, on véhicule leur point de différence par rapport à leurs concurrents, on véhicule ce qui fait qu'on va les choisir, eux, plutôt que quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a que eux. En fait, ça vient de leur tribe, c'est des dirigeants. Donc, il faut que nous, on arrive à communiquer sur ça. Mais voilà le plus, effectivement, que je peux apporter. En tous les cas, moi, ce qui me fait vibrer. Volontairement, en plus, je choisis pas de secteur d'activité bien défini. Il y a des agences de com qui ont un secteur d'activité défini parce qu'ils ont peut-être plus d'affinité sur un domaine en particulier. Moi, je n'ai pas envie de me limiter. Il y a des sujets sur lesquels je n'irai pas parce que ça répond pas à mes valeurs, parce que c'est pas moi, parce que pour faire une com, il faut déjà y croire, faut aimer ce qu'on va proposer. Donc si je sais d'entrée de jeu que ça va pas le faire, c'est pas la peine que je m'y mette. Mais plus, voilà, si je devais choisir un secteur, ce serait travailler avec des dirigeants qui sont passionnés par leur boulot. Ouais.
Oui, parce qu'en fait, j'imagine que ça devient un peu tes bébés aussi, quoi. Alors, ce qu'ils vendent, ça devient... T'as besoin d'y croire aussi pour vraiment Ouais. t'imprégner, être proche de d'eux, quoi, Ouais. tout simplement. Ouais. C'est ça. Alors nous, notre objectif, c'est de réussir. Mais pour réussir, en fait, faut que nos clients réussissent. En fait, ça passe par là. En fait, notre réussite passe par la réussite de nos clients. Donc, c'est important qu'on puisse y croire. Et en fait, ce que je peux donner à mes clients, en fait, si je vends ma détermination, en fait. Je lâche rien, je vais jusqu'au bout. Si le challenge, c'est d'acquérir autant de leads, autant de nouveaux clients grâce à un site internet, c'est l'objectif qu'on va aller chercher. Si l'objectif, c'est de redorer une réputation, c'est ce qu'on va aller chercher. Tout part de l'objectif du client aussi à la base. Y a pas, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il n'y a pas un client pareil. Il n'y a pas un client qui se ressemble, il n'y a pas un objectif qui est le même. Des fois, c'est la notoriété, des fois, c'est de la visibilité, des fois, c'est juste redorer l'image. Enfin, voilà, c'est ça qui est super intéressant dans ce métier. Bon, j'ai encore plein de questions, mais on refera un podcast. Je sais que tu as un rendez-vous après. Donc, écoute, je te remercie, Olivia, pour ce partage. C'était passionnant, tu vois. C'est mon premier plus long podcast. Le pire, c'est que je reste un peu sur ma faim, donc effectivement, il faudra que tu reviennes. Merci beaucoup, Olivia. Merci de m'avoir invitée. C'était hyper intéressant pour moi aussi de partager. Merci de m'avoir donné cette opportunité. C'était super intéressant. Bon, à bientôt. À bientôt. Si vous écoutez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous en remercie. J'espère qu'il vous a plu parce que moi, j'ai pris un plaisir immense à l'enregistrer. Vous pouvez retrouver Olivia sur les réseaux, LinkedIn, Insta, etc. N'hésitez pas à faire appel à elle. Vous avez eu l'occasion dans cet épisode d'écouter la personne qui est derrière l'agence et vous voyez que c'est une très belle personne. Donc faites appel à elle, elle saura vous accompagner dans vos problématiques de communication. Et puis, moi, à mon tour, je vous remercie de liker si vous avez apprécié cet épisode, de mettre un petit 5 étoiles sur Apple Podcast si vous utilisez Apple Podcast et les autres si vous utilisez les autres, de relayer cet épisode aux personnes qui pourraient être intéressées, d'écouter peut-être les autres épisodes parce qu'il y en a encore aussi d'autres très très bons épisodes qui vont permettre d'aborder la transition professionnelle. Et puis voilà, je vous invite à me suivre sur les réseaux et à commenter. Et à nouveau, à me proposer des thématiques si vous le souhaitez, notamment sur les épisodes de podcast solo, puisque une semaine sur 2, c'est un épisode solo où j'aborde une thématique en particulier. Je vous remercie, à très vite.